Je crois, voilà, bah voilà, on est parti. Ok, super. Je commence directement. Moi, je vais vous parler d'un cas que j'ai découvert en ouverture d'une recherche bibliographique sur la notion de démocratie dans l'entreprise, en m'interrogeant si c'était une notion des sciences de gestion. Et donc, en étudiant cette notion, j'ai lu la thèse de quelqu'un qui s'appelle Pierre Lassègue, qui a écrit une thèse en 1948. Et dans cette thèse de 1948, que Monsieur Poiré m'avait recommandé, il était fait mention d'une entreprise de la région de Valence qui s'appelle Bois-Mondo. Et alors, Bois-Mondo, c'est une entreprise qui a existé de 1941 à 1971. Donc, pendant 30 ans, elle a résisté aux différentes crises en France et du marché de la montre sur lequel elle évoluait. Et à l'époque, elle a attiré énormément de contemporains venus de France, d'Europe et même des États-Unis. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de mention de Bois-Mondo. Il y a quelques historiens qui en parlent, quelques personnes issues du champ des sciences politiques, mais en sciences de gestion, on a un peu oublié cette entreprise qui me semble pourtant avoir des caractéristiques remarquables. Donc, ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est de vous parler de cette entreprise et puis de m'interroger sur deux axes, son lien à la pensée managériale, en me demandant d'abord d'où vient cette expérience, quelles sont éventuellement les pensées qui ont abouti à cette pratique. Et ensuite, à l'inverse, je m'interroge sur comment est-ce que cette pratique a pu ou pas et comment influencer des penseurs proches des sciences de gestion, même si ce n'est pas toujours des penseurs qui sont directement ancrés dans les sciences de gestion. Donc déjà, des éléments de compréhension sur Bois-Mondo. Bois-Mondo, c'est une entreprise qui a été créée par quelqu'un qui s'appelle Marcel Barbu. Il est entrepreneur, il est artisan et il lit beaucoup. Son expertise professionnelle, c'est celle de la création de boîtiers de montres. Et c'est un individu qui se caractérise par sa pratique fervente du catholicisme, héritée d'une éducation d'orphelin au séminaire. Et en 1942, il s'oppose aux mesures de Vichy qui lui demandent de faire une liste de relève et il se retrouve à la prison de Saint-Sulpice. Dans cette prison à Saint-Sulpice, il va rencontrer Marcel Mermoz, cette fois-ci, qui lui est charron et coupeur de bois, issu du monde agricole savoyard et qui purge une peine suite à son arrestation comme communiste révolutionnaire, anarchiste, antimilitariste. Donc on voit bien qu'il y a un gap, une différence de perspective entre ces deux personnes qui vont créer ensemble la communauté Bois-Mondo. Et ils vont rédiger ensemble ce qu'ils appellent la règle. Et la règle, c'est la constitution de cette entreprise Bois-Mondo, qui fonctionne d'abord sous format de SARL et ensuite sous format de SCOP, mais qui en fait a un fonctionnement très différent de celui de ses statuts juridiques. Donc, l'acte de constitution de la communauté Bois-Mondo va fixer le fonctionnement de cette entreprise. Et je vais en citer quelques caractéristiques. Ce n'est pas du tout les seules. Il y en a plein qui sont hyper intéressantes. Mais les trois que je veux retenir en lien avec mon sujet sur la démocratie dans l'entreprise, c'est que cette organisation, elle fonctionne selon ces critères. Le dirigeant est élu par l'ensemble des salariés pour une durée de 3 ans au suffrage universel direct. Tous les membres de la communauté participent aux prises de décisions importantes et ces décisions doivent recevoir l'unanimité pour être adoptées. Et il y a un système précis de confrontation des idées qui est mis en place de manière à ce que les débats puissent être menés en groupe restreint avant que d'arriver en assemblée de prise de décision. Cette communauté, elle compte 120 familles, soit 270 personnes à son apogée. Donc, on peut aussi se demander, quand on décrit cette communauté, s'il ne s'agit pas d'une utopie supplémentaire, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre d'utopies sociales qui ont jalonné le 19e siècle. Et on aimerait relever deux caractéristiques qui nous semblent importantes pour comprendre en quoi elles se distinguent des utopies, ou peut-être pourquoi ce n'est pas une utopie. Donc, en premier lieu, il y a sa relative longévité, une longévité de 30 ans, qui marque une capacité à résister aux crises et puis à maintenir la production quoi qu'il se passe. Et puis, en second point, il y a la capacité à essaimer. Et cet essaimage, c'est un essaimage au niveau des pratiques et un essaimage au niveau des idées. Au niveau des pratiques, dans les années 50 et 60, en Europe, il y a plusieurs dizaines de communautés qui sont créées en référence directe à Bois-Mondo. Et ensuite, l'essaimage des idées au-delà de ces communautés, c'est le fait que Marcel Barbu, il a aussi eu un rôle politique. Il a eu un mandat parlementaire à la première Assemblée constituante et il a proposé 3 projets de loi visant à faire reconnaître un type d'organisation spécifique, qui est celui des communautés,
et il a cherché à inscrire ce type d'organisation dans l'héritage du CNR. Marcel Barbu, il a également été candidat à l'élection de 1965 et à ce titre, il va débattre de ses idées devant l'ensemble du peuple français, comme Mitterrand ou Charles de Gaulle, même si bien sûr, il était moins connu. Donc maintenant, on va passer à l'inscription de cette expérience dans la pensée, et spécifiquement dans la pensée managériale. Notre premier point, c'est de se demander en quoi cette pratique elle a été influencée par des pensées qui la précèdent. Il nous semble que cette pratique, elle emprunte à différents courants qui cherchent à répondre à la question de la démocratie dans l'entreprise privée. Et cette question de la démocratie dans l'entreprise privée, c'est le hiatus qui est créé entre, d'une part, les attentes issues de la Révolution française en termes d'égalité des personnes dans la prise de décision concernant l'avenir d'un groupe humain, et d'autre part, l'émergence concomitante d'un premier capitalisme et la création des contrats de travail qui, de par leur nature, vont créer un lien de subordination entre le salarié et ses dirigeants. Les premières réactions à ce hiatus, elles sont d'abord intellectuelles, et certains des collègues dans la journée en ont cité. Il y a d'abord deux courants, le courant des socialistes radicaux, où on va retrouver Proudhon ou Marx, et puis il y a un second mouvement qui est qualifié d'utopiste, avec Fourier, Buchez ou Saint-Chilon, donc qui sont de noms de personnes qui s'intéressent à comment répondre à cette question de la démocratie dans les organisations. Et ces pensées du 1er 19e siècle, elles semblent trouver une réalisation concrète dans la vie des organisations à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, où on distingue trois mouvements: l'associationnisme, dont on nous a aussi parlé plus tôt, le paternalisme chrétien, où on va retrouver les utopistes, et les questions sur l'actionnariat, avec l'organisation du salariat au sein des sociétés anonymes, mais aussi des questions sur l'actionnariat salarié ou des réflexions sur qu'est-ce qu'un juste salaire. Bois-Mondeau va récupérer des caractéristiques de ces trois mouvements. Des tentatives utopistes, on va retrouver chez Bois-Mondeau la volonté d'une élévation des personnes à travers l'enseignement, l'éducation et le temps de la réflexion. Des tendances socialistes radicales, on va retrouver notamment chez Marcel Marmoz, l'une des deux têtes de Bois-Mondeau, des prises de position explicites sur le capitalisme. Et enfin, des réflexions sur le salaire et le partage du capital et des fruits de la propriété. On aboutit chez Bois-Mondeau à ce qu'on appelle un salaire social. Ce salaire social, c'est un salaire qui est calculé sur ce qu'il nomme la valeur humaine. Ça peut paraître étonnant comme ça, mais en fait, il y a tout un système extrêmement explicite de calcul de points qui va être auto-évalué par les travailleurs qui vont confronter leur notation et ensuite, ils vont aboutir à une rémunération. Maintenant, on va se demander comment cette pratique a peut-être influencé les pensées suivantes, et notamment dans le champ du management. Et pour ça, on va distinguer ce qui relève de l'impact de Bois-Mondeau sur ses contemporains, de ce qui relève de l'impact de Bois-Mondeau plusieurs décennies après. Et il nous semble qu'il y a plusieurs catégories d'écrits. Dans les premières décennies de l'existence de Bois-Mondeau, il y a d'abord des écrits qui vont s'intéresser au fonctionnement de la communauté et chercher à lui donner du crédit. Ces écrits, ils vont chercher à décrire l'expérience, à transmettre à la postérité des données brutes, et on va les retrouver chez plusieurs types de personnes. Il y a d'abord des personnes qui sont assez loin des sciences de gestion, que je cite quand même, parce qu'en fait, elles ont ensuite été explicitement reprises par des penseurs qui, eux, ont un écho en sciences de gestion. Donc, deux personnes qui sont en dehors du champ des sciences de gestion, c'est par exemple Roger Dutheil, qui est philosophe et qui, dans les années 40, a déjà été entendu plusieurs fois à l'Académie des sciences morales et politiques. Et l'autre exemple d'auteur, c'est Claire Huchet-Bishop, qui est bibliothécaire franco-américaine et qui, normalement, s'intéresse aux bibliothèques et à la fiction qu'elle aime écrire. Ces deux auteurs, Bois-Mondeau, semblent assez loin de leurs préoccupations et pourtant, ils ont à cœur de produire des ouvrages qui, de manière très détaillée, vont transmettre aussi des éléments bruts sur la communauté, avec des éléments comme comment est structurée d'un point de vue hiérarchique cette communauté, comment fonctionnent les instances de prise de décision, comment est-ce qu'on intègre un nouveau compagnon dans la communauté, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui le processus d'intégration d'un salarié, quels sont les calculs faits sur les salaires avec les fiches de calcul des salaires,
des réflexions sur la performance de l'organisation et puis aussi des réflexions sur les conditions économiques de l'essor de cette communauté. Donc, au final, des informations qui pourraient intéresser les gestionnaires. Ces deux personnes, elles sont loin des sciences de gestion, mais elles nous semblent quand même intéressantes à mentionner. Et puis, plus proche du champ de l'économie et des sciences de gestion, le cas Bois-Mondo va également intéresser dans les années 40 et 50. On a cité Lassègue, mais également Henri-Charles Desroches ou François Pérou, qui est cité dans le livre de Marco, qui vont prendre à plusieurs reprises la plume dans la revue Économie et Humanisme au sujet de Bois-Mondo. Et puis également, il y a Georges Friedman qui déclare que Bois-Mondo est l'un des deux cas qui a servi aux études préliminaires à la rédaction de son ouvrage « Problèmes humains et machinisme industriel ». Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de l'ensemble de ces ouvrages, mais très rapidement, Pierre Lassègue, qui est donc un futur professeur d'université en sciences de gestion, associe Bois-Mondo à une modalité de l'association ouvrière de production. Et lui, il a vraiment à cœur de traduire la singularité du fonctionnement de cette communauté. Ensuite, de 1944 à 1948, vous avez la revue Économie et Humanisme qui propose plusieurs numéros spécifiquement consacrés à la communauté Bois-Mondo. Il y a un numéro spécial, notamment dans cette revue, qui cherche vraiment à donner des données brutes avec des entretiens, des publications, des schémas, des dates clés qui sont issus de la communauté. Et ensuite, en troisième partie d'ouvrage de ce numéro spécial, il y a une analyse de la communauté où il y a une forte insistance sur le fait que cette expérience ne saurait se résumer aux tentatives précédentes d'aménagement des aspirations démocratiques avec la vie au sein des organisations à but de production. Pour les auteurs, Bois-Mondo est un exemple d'anticipation qui préfigure ce qui pourrait être fait pour réconcilier la dignité du travailleur avec l'économie. Ensuite, pour ce qui concerne Friedman, donc Georges Friedman, il a entretenu une relation amicale avec Marcel Mermoz, qui a d'abord été son étudiant, et il publie un article pour l'International Labour Review qui indique qu'il va livrer des éléments préliminaires à son ouvrage « Problèmes humains et machinisme industriel ». Et ces éléments, en fait, c'est deux études de cas. Il y a une étude de cas d'une entreprise anglaise et l'autre étude de cas, c'est Bois-Mondo. Donc, Friedman, il va réinsister sur les caractéristiques importantes de la communauté. Et ensuite, il va également s'interroger sur la performance de l'organisation, peut-être pour montrer en quoi elle peut être intéressante. Et cette performance, il la lie en matière de productivité accrue, d'augmentation des salaires, d'heures de travail réduites, de congés plus nombreux et d'une forte couverture sociale pour tous les compagnons et leurs familles. Ensuite, une deuxième série d'écrits qui va s'intéresser à Bois-Mondo, c'est une série d'écrits dans les années 60, où là, c'est à partir des années 60, on va chercher à comprendre, à donner des raisons de la performance de cette communauté. Et ensuite, on va également chercher à permettre l'existence juridique de ce type d'organisation, parce qu'en fait, il n'y avait pas de statut juridique permettant l'existence légale de ces communautés, c'est-à-dire qu'elles se rattachaient à d'autres statuts, mais qui ne traduisaient pas leur fonctionnement, ce qui posait des questions d'un point de vue fiscal, social, enfin bref. Donc très concret aussi dans la gestion de l'entreprise. Donc dans les écrits à partir des années 60, il y a des traces qui sont explicites et puis il y a d'autres traces qui sont de l'ordre de la possibilité ou de la chose plausible, mais sans qu'on puisse vraiment montrer concrètement comment Bois-Mondo a pu influencer, mais on va regarder ensemble quelques pistes. Donc on commence par ce qui est le plus explicite, et notamment par une étude de cas qui a été signée par Louis de Bettini, qui était chercheur à l'INSEAD, et Gert Hofstede, qui a été publiée en 1977 et qui est dédiée spécifiquement à Bois-Mondo. Leur étude de cas, c'est Bois-Mondo. Ils vont retracer de manière détaillée l'histoire de la communauté, et ensuite ils s'intéressent en fait au contexte économique du marché de la montre, en expliquant comment Bois-Mondo y évolue. Ils indiquent notamment que l'entreprise réussit à résister aux crises et qu'au milieu des années 50, cette entreprise fournit jusqu'à 50% des boîtiers de montres du marché français, ce qui n'est pas négligeable. Ils insistent également sur le fonctionnement pragmatique de cette entreprise avant de mettre en avant les risques de dérive et d'expliquer la disparition de Bois-Mondo pour des facteurs qui sont endogènes, mais également contextuels. Mis à part cet écrit, donc là on arrive sur l'implicite, il est probable que Bois-Mondo puisse avoir eu un impact sur la pensée des entreprises à cette époque,
et cela notamment à travers les rapports. On a été déconnecté. C'est pas grave. Voilà, par les rapports qui ont été, on est là. qui ont été produits par des hauts fonctionnaires dans les années 60 à 80 qui ont proposé des réformes de l'entreprise. Je pense notamment au livre de Bloch-Lenné en 1963 qui s'appelle « Pour une forme de l'entreprise » et dont le but est de mettre à écrit des idées qui sont dans l'air du temps. Et cet écrit de Bloch-Lenné, comme il l'explique, il l'a écrit aussi avec le concours du Club Jean Moulin, dont de nombreux membres sont issus de la Résistance. Or, il se trouve que Bois-Mondeau, donc ces dirigeants élus comme ces travailleurs ont également participé à la Résistance et l'ont organisée depuis Paris comme depuis le Maquis. Donc on peut postuler, et c'est vraiment un postulat, qu'éventuellement certains des membres du club Jean Moulin avaient en tête l'expérience Bois-Mondeau au moment où ils faisaient les relectures de Bloch-Lenné. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est possible? C'est parce qu'en fait, dans les écrits de Bloch-Lenné, ensuite, on retrouve des propositions qui se rapprochent du fonctionnement de Bois-Mondeau. Et on le retrouvera également dans le rapport Sudreau en 1975, où il y a un statut, un des 3 statuts juridiques qui est proposé par Sudreau, qui aurait tout à fait convenu en fait aux communautés de type Bois-Mondeau. C'est le statut d'entreprise sans but lucratif, qui est un statut intermédiaire entre la société et l'association. Donc société à comprendre comme société anonyme. Et ce statut juridique-là, il correspond aussi à ce qu'appelait de ses voeux Barbu la première constituante après la Seconde Guerre mondiale. En 1980, ensuite, on a le rapport Auroux, qui reprend l'idée que les travailleurs doivent être citoyens à part entière au sein de l'entreprise et que la démocratie doit pouvoir descendre du niveau de l'État à celui des organisations de production. Donc voilà, ça c'est des définitions qu'on ne peut pas forcément prouver, on peut juste postuler. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que les différents rapports qui ont été écrits à ce moment-là ménagent une place pour les communautés de travail de type Bois-Mondeau, qui jusque-là n'avaient pas de place possible, ne serait-ce que d'un point de vue légal. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on parle de Bois-Mondeau? Aujourd'hui, Bois-Mondeau oscille entre oubli et mémoire, puisqu'au début du XXIe siècle, la communauté semble presque avoir entièrement disparu du champ disciplinaire des sciences de gestion ou de celui de la sociologie du travail ou des organisations. Il s'agit de modérer ce propos parce qu'il y a quand même des chercheurs qui y font référence. Je pense notamment à Francis Guérin en 2004 dans sa conférence, dans sa communication à la conférence de l'AIMS sur le concept de communauté, qui rappelle notamment que Bois-Mondeau a intéressé un certain nombre de sociologues du travail et qui met en avant le caractère spécifique de la communauté et qui travaille ensuite sur les raisons de son échec. Reste que malgré cette citation, Bois-Mondeau a été beaucoup plus étudié en histoire sous d'autres angles donc que ceux que pourraient adopter les sciences de gestion, alors même qu'il y a un certain nombre de données exploitables. En termes d'historiens, on peut citer Michel Chaudy, qui a mené un travail d'ampleur sur cette communauté et qui est allé à la rencontre des personnes qui ont connu directement Bois-Mondeau pour y avoir travaillé ou pour avoir côtoyé la communauté. Et il a transmis l'ensemble de ses entretiens à la postérité à travers un ouvrage en 2008. Et cet ouvrage a ensuite été également recité récemment, en octobre 2021, par des chercheurs à 2 fils, Lionel Garot et Serge Perrault, qui vont du coup proposer une phrase de description de Bois-Mondeau comme une organisation qui repose sur l'absence de lien hiérarchique et la nécessité de coopérer. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans l'ouvrage de Chaudy, il y avait un certain nombre d'occurrences sur la notion de démocratie, qu'on retrouve aussi dans les publications de Bois-Mondeau et dans les auteurs qui le décrivent, et que cette fois-ci, le terme n'est pas repris. Alors, comment est-ce qu'on peut conclure toute cette longue liste sur Bois-Mondeau? Il y a 3 constats. Le premier constat se porterait sur la démocratie dans l'entreprise, avec l'idée qu'il y a pu y avoir des exemples de tentatives originales d'une démocratie dans des organisations de production qui peuvent s'être soldées par des résultats économiques et sociaux qui semblent solides, même si c'était que pendant 30 ans et que ça n'existe plus aujourd'hui. Un second constat, il est d'ordre méthodologique, et là, c'est parce que moi, je débute en recherche, donc pour moi, c'est intéressant de voir ça. C'est qu'il y a une double nécessité pour le travail de recherche en sciences de gestion, et notamment celui de pouvoir travailler sur des archives, quand parfois les données ne sont
sont pas accessibles autrement. Et d'autre part, l'utilité de consulter parfois des travaux de chercheurs non issus de la discipline. Et on remarquera que OFT2, par exemple, ne s'en est pas privé. Et notre troisième constat, il est d'ordre épistémologique. Parce qu'à travers cette étude sur Bois-Mondo et sur la démocratie dans l'entreprise, on peut se rendre compte qu'il y a des thèmes qui ont tendance à s'éclipser et à revenir sous d'autres formes avec des nuances qui sont parfois significatives. Et là, on touche du doigt l'historicité des connaissances qui sont produites en sciences de gestion, où certaines problématiques vont traverser les siècles et se transformer. Et je vais m'arrêter là. Merci à toi. Merci beaucoup en tout cas de la richesse de ta présentation, des remarques, des questions. Francesca. Vas-y. En première question, c'est juste une curiosité, pourquoi le nom de Bois-Mondo? D'accord. Deuxième question, est-ce qu'il est possible de la décrire comme une coopérative? Ah, bonne question. Quoi? Ok. Et est-ce qu'il y a des liens entre les deux? Ouais, c'est deux questions hyper intéressantes. Donc déjà, la première sur Bois-Mondo, ça va être rapide. En fait, c'est effectivement un abrégé d'une appellation qui est boîtier de montre du Dauphiné. Donc, Bois-Mondo. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, la différence avec les coopératives, elle est sur le fonctionnement même de la communauté. Parce qu'en fait, une coopérative, elle reste... On va rentrer dans des distinctions un peu particulières. Elle reste dans un objectif principal de production, là où la communauté Bois-Mondo, le travail est intégré à la communauté. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement, mais Desroches l'exprime très très bien dans Économie et Humanisme, par exemple. Cette différence qu'il y a à faire entre, d'une part, des coopératives de production qui, en fait, vont s'inscrire dans l'économie capitaliste, même s'ils essayent d'en infléchir le fonctionnement, et les communautés de travail qui, elles, entendent être des communautés à part, où le travail n'est qu'une partie l'activité de production n'est qu'une partie de la vie de la communauté. En fait, c'est pour ça que les statuts proposés par Sudreau, intermédiaires entre la société et l'association, conviennent bien à la communauté et beaucoup mieux que les statuts type SCOP qui préexistaient. C'est parce que c'est une activité de production sans but lucratif. Je ne sais pas si ça aide à la clarification. Oui. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. À quel moment se termine l'activité? En 71. Et alors sur le... Non, j'ai dit en 71 de la date, mais je n'ai pas expliqué pourquoi. Et en fait, la raison du pourquoi est assez complexe et assez intéressante. Je vais peut-être proposer une vision antéchronologique. Donc, si on regarde par exemple chez Chaudy en 2008, donc l'historien, il y a plusieurs raisons qui sont principalement liées au fonctionnement même de l'organisation. Et puis, il y a un élément contextuel. Les éléments liés au fonctionnement de la communauté, c'est en fait au bout d'un moment le problème du dirigeant, parce que le dirigeant il est élu, mais en fait vous n'avez pas forcément une masse de personnes, une très grande masse de personnes qui sont à la fois légitimes et compétentes. Donc il y a ce problème du chef qui arrive au bout de 30 ans, très clairement. Il y a donc ça, c'est quelque chose qui ressort assez clairement. Ensuite, il y a une question de modification des attentes des travailleurs au sein de la communauté, puisque la communauté grandissant, en fait, au bout d'un moment, les nouvelles personnes qui arrivent dans la communauté ne vont pas forcément y chercher la même chose que les personnes qui ont participé à l'établissement de la règle dans les années 40. Donc, elles viennent y chercher un emploi classique, là où la communauté proposait en fait un fonctionnement alternatif. Donc, il y a aussi un éclatement entre ces différentes personnes. Et puis, il y a aussi la question de l'existence légale qui est mise en avant par Chaudy, parce qu'en fait, dans le projet Sudreau, il y a des propositions de statut juridique, mais qui n'ont pas forcément été mis en application derrière. Donc, il n'y a pas d'existence légale ensuite de cette organisation-là. Donc, il y a ces différents éléments-là. Ça marche. Je finis juste la réponse à la question. Donc, ça, c'est pour Chaudy. Mais on voit que, par exemple, l'existence légale, c'est déjà un élément contextuel.
Et en fait, si on va chez Hofstede, je vais louper du coup la partie intermédiaire, hein, mais si on va chez Hofstede, on retrouve beaucoup plus d'éléments, certains que j'ai cités, et puis il y en a d'autres, et il y a notamment des éléments portant sur le marché de la montre, parce qu'en fait, dans les années 70, c'est aussi le moment où on va arriver, on va avoir une crise de la surproduction, il va y avoir les Japonais qui vont commencer à produire des boîtiers de montres, le prix de la montre va s'écraser, et en même temps ça, il y a Bois-Mondo exporte aussi beaucoup, ils ont un gros client aux États-Unis qui ne règle pas une des factures parce qu'ils ferment. Et donc, en fait, la communauté se retrouve confrontée en même temps à l'arrivée des montres japonaises et à un problème de liquidité dû au non-règlement des factures. Donc, on voit que voilà, aujourd'hui, on en retient, ça n'a pas marché parce que ça a implosé, il n'y a que des raisons endogènes. Mais si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y avait aussi des éléments contextuels assez forts. Voilà.